Bonjour, bonjour à tous, bonjour Johan, bonjour tout le Bonjour. monde. On est ravis de vous retrouver ce matin, ce vendredi 21 février. Alors on a changé un petit peu le cadre du webinaire pour ceux qui nous connaissent. On a enlevé l'onglet chat en visible, donc vous pouvez toujours nous écrire sur le chat et nous dire s'il y a un souci. Et on a laissé l'onglet questions, on va vous expliquer pourquoi. Est-ce que déjà, pour être sûr que tout le monde est bien là, vous pouvez nous mettre une petite réaction, un petit pouce en l'air, on a laissé les emojis, comme ça on sait que tout est OK. Je pense qu'il y a pas mal de têtes connues, de gens qu'on connaît déjà, Johan, donc c'est super. On vous a aussi mis un sondage, je vais vous le partager tout de suite pour savoir un petit peu qui vous êtes, savoir aussi si vous êtes membre de la communauté OF Connect, si vous êtes client Digiformat. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, effectivement, donc Pascal et Johan, on représente donc OF Connect et Digiformag depuis maintenant 3 ans. Johan Vidalingue, donc vous suivez, je pense, beaucoup sur LinkedIn, travaille donc en tant que directeur pédagogique chez Garance et moi, à la casquette d'expert financement réglementaire chez Digiformag. Et donc, on a lancé ce format de webinaire, Johan, il y a à peu près 6 mois. Ça avait bien marché. Donc, l'objectif, c'est que tous les semestres, on le mette à jour. Et puis, on vous repropose une session où, évidemment, vous aurez aussi la parole et vous pourrez poser vos questions à Johan. Donc là, clairement, on a 1 heure devant nous. On va dérouler la présentation de Johan qui va durer à peu près 15 minutes pour la première partie. On prend vos questions. Alors, le jeu, c'est que vous puissiez, dans l'onglet questions, voter pour celles qui vous paraissent les plus intéressantes. Prenez le temps de bien rédiger aussi, ça nous facilitera la tâche à moi et à Johan, qu'elle soit toujours en lien avec ce que Johan aussi aura partagé. Première partie, financement public, Johan, on est d'accord? Et après, on fait toujours une deuxième partie un peu plus courte sur la partie financement privé. On a quelques conseils et recommandations pour cette année aussi. J'aimerais bien peut-être savoir, avec un emoji pour démarrer, pour ceux qui sont présents avec nous, comment démarre cette année au niveau financement et business de votre côté. Si ça va bien, mettez-nous un emoji avec des cœurs. Si ça va mal, bah oula, d'accord, voilà, on a compris. On a clairement plus d'emojis. Il y a un peu de cœur et un peu de pouce levé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur. Ok. Bon, au moins vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est un peu ce qu'on va pouvoir se dire ce matin. Et puis peut-être on a un dernier sondage à vous faire parvenir aussi, c'est pour comprendre un peu quel est votre financeur principal actuellement. Est-ce que vous êtes sur du financement purement privé? Est-ce que c'est les OPCO qui vous financent le plus? France Travail, le CPF ou autre? Voilà. Johan, tu veux peut-être prendre la parole pour voir un peu le déroulé que tu vas nous faire ce matin? Je te relaisse le micro. Avec plaisir. Donc, merci à tout le monde. Alors, ce matin, effectivement, tu l'as redit, Pascal, on va faire un focus sur l'actualité des financements publics. Alors, sans divulguer ce que je vais dire, hein, vous savez que c'est pas forcément très folichon, mais on va voir que c'est pas non plus sur certains financements, c'est pas si catastrophique que ça. Mais voilà, on va aller dans le détail là-dessus. On reprécisera aussi un élément qui nous est souvent demandé, c'est-à-dire comment on arrive à pouvoir solliciter les financements publics. Parce que souvent, on confond un peu les différentes démarches entre le NDA, Calliope, la certification professionnelle. Donc, on reprécisera un petit peu ces éléments-là. Et ensuite, on verra un petit peu la partie comment aller plutôt vers des financements privés, se diversifier, parce que c'est un peu le maître mot. Hein. J'ai l'impression que même chaque année, c'est le maître mot, diversifier ses sources de financement, éviter de dépendre des fonds publics. Donc, on regardera un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous, si ça vous va. Et je complète, Johan, pour dire qu'on n'aura peut-être pas le temps de traiter toutes vos interrogations, mais pour ceux qui ne sont pas membres d'OF Connect, évidemment, on vous encourage à nous rejoindre. Donc, vous tapez dans Google OF Connect, il y a un formulaire. On a donc un outil de discussion en ligne et on a plein comme un forum. Et donc, effectivement, les autres questions, on pourra les prendre sur ce Slack, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, ne soyez pas frustrés si on n'a pas pu répondre à tout pendant cette heure. Parfait. Alors du coup, voilà, commençons par la base pour rendre son offre éligible au financement public. Alors, je suis certain que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà très au fait de ça, mais ça permet de repartir sur une base commune. Alors, la première brique pour être éligible au financement public, c'est bien sûr obtenir son numéro de déclaration d'activité et pouvoir du coup se prévaloir du titre d'organisme de formation.
Donc là, aujourd'hui, c'est une démarche qui est purement administrative et qui doit être faite auprès des DRITS de votre région, hein, voilà, qui est les instances, l'instance qui enregistre. Faut être quand même vigilant là-dessus, même si c'est administratif, il y a quand même encore un pourcentage non négligeable de refus. Alors en général, c'est des refus qui sont motivés soit par un vice de forme, c'est-à-dire vous n'avez pas joint tous les bons documents de manière exhaustive, et donc ça c'est quelque chose qui peut se régler dans un second temps, soit parce que la DRIT est de plus en plus attentive à la qualité des formateurs. Typiquement, si vous proposez dans votre convention une formation en marketing digital, voilà, partons là-dessus, et que rien dans votre CV, votre expérience, vos diplômes ne fait penser que vous avez les compétences nécessaires, là, ça peut être un motif motivé de refus. Donc ça, vraiment, être très attentif sur tous les éléments probants qui permettent de montrer que vous ou les formateurs qui vont travailler avec vous ont les capacités nécessaires pour délivrer la formation. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais en général, voilà, c'est une démarche qui peut être un peu chronophage parce que ça peut aller jusqu'à 2 mois, les retours. Mais dans l'absolu, c'est une marche qui est aisément franchissable. Le deuxième sujet, c'est que le NDA ne permet pas directement d'accéder au financement public. Ce qui le permet, c'est Calliope. Et donc Calliope, c'est pas une démarche administrative, hein, c'est ce qu'on appelle une démarche qualité. Donc les exigences de Calliope, elles sont aujourd'hui disponibles de manière publique, hein. Il y a même un guide de lecture qui existe, que vous pouvez télécharger très facilement sur le site du ministère. En fait, vous allez devoir répondre à un certain nombre d'exigences, qu'on appelle des indicateurs, et vous allez vous faire auditer sur ces exigences et devoir démontrer à travers des éléments de preuve, des processus, que vous répondez bien à ces critères. Et donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, hein, Blody, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais une fois que vous avez répondu à cette démarche, vous obtenez une certification Calliope qui vous permet de solliciter certains fonds publics, typiquement les fonds, les OPCO par exemple. Tout à fait. Et enfin, le dernier sujet, la troisième marche, c'est rendre son offre certifiante, parce que comme ça ne suffit pas Calliope pour certains financements publics, je pense notamment par exemple au CPF ou à l'apprentissage, où là il y a la nécessité que l'organisme ait une certification pour son organisme, donc Calliope, mais également que son parcours soit certifiant. C'est ce qu'on appelle une certification professionnelle. Et donc là, il va y avoir 2 voies possibles, que je détaillerai juste après, qui est soit de déposer sa propre certification. Et donc ça, c'est une démarche qui peut être chronophage, incertaine, et qui, globalement, on s'aventure sur un chemin de 1 an, à peu près, pour obtenir sa certification, où on peut négocier un partenariat avec un certificateur. Mais je ne dévoile pas tout parce qu'on va en parler juste après. Et Yoann, on peut demander à ceux qui sont présents ce matin avec nous qui est déjà certificateur ou partenaire ou est en train de vouloir déposer une demande à France Compétences. Si c'est votre cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, qu'on sache un petit peu combien vous êtes. Ok, il y en a quand même quelques-uns. Super. Ah oui, top. Et j'ai une autre question, j'en profite avec l'emoji, mettez-moi l'emoji peut-être faites. Si vous avez du mal à obtenir un NDA, notamment pour vos formateurs sous-traitants, est-ce que certains actuellement ont des difficultés sur la partie NDA? Quelques-uns aussi. Ok. Bon, on en reparlera sur Web Connect. En tout cas, ça reste un sujet pour cette année aussi. Merci à tous. Merci Pascal. Alors voilà, là on va partir du côté des financements publics. Et alors bon, cette phrase, faire mieux avec moins, c'est une phrase qu'a prononcée la ministre de la formation professionnelle. Je ne sais plus exactement son intitulé de poste de titre, mais à l'université d'hiver de la formation professionnelle à Cannes. Donc c'est une grande messe qui a lieu tous les 2 ans, et elle est intervenue. Et c'est vrai que c'est ce qui ressortait un peu de son discours, c'était faire mieux avec moins. Donc c'est pas hyper enthousiasmant sur le papier, mais voilà, on va voir qu'il y a quand même des possibilités, et puis que même si les financements sont réduits, ils ne sont pas nuls, et qu'on peut quand même continuer à les solliciter. Alors, on va parler du dispositif phare, qui est globalement quasiment tout le monde connaît aujourd'hui en France, qui est le CPF. Et alors 2025, on peut se demander si c'est une année de stabilisation sur le budget. Alors pour une simple et bonne raison, c'est que je suis en train de compiler les derniers chiffres de l'année 2024, et il s'avère que, contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu imaginer, la baisse a été très très mesurée sur le nombre de dossiers pris en charge par
par le CPF. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette année, ça a quand même été assez particulier puisqu'on a eu l'instauration d'un reste à charge à partir de mai et qu'en fait, on a eu un phénomène un peu bizarre, c'est-à-dire que jusqu'à fin avril, on a eu une espèce d'explosion de la demande parce que tout le monde a anticipé ce reste à charge de 100 €. Et ensuite, il y a eu un écroulement à partir de mai-juin. Et là, ce que j'ai pu constater sur la fin d'année, c'est qu'on commence à retrouver l'équilibre qu'on avait sur 2023. Donc, et finalement, la demande, elle a juste baissé de 5%. Et avec les chiffres qu'on va un peu capitaliser et les derniers chiffres, on pourrait être proche de 0%. Donc, voilà, en tout cas, c'est pas si catastrophique que ça aurait pu laisser penser. Cela dit, 2025, il y a quand même une inconnue, c'est qu'on a eu une annonce là très récemment. Ah, pardon pour le problème technique. Bon, ben c'est vendredi, ça devait arriver, c'est pas très grave. On va attendre que Johan se reconnecte. Alors, est-ce que tu veux revoir ton Wi-Fi, Johan, ou Non, c'est bon. Je suis vraiment désolé pour le souci technique. Désolé. Merci pour vos réactions toujours bienveillantes. Pourtant, c'est censé être du haut débit, mais bon, voilà, on connaît les instabilités. J'ai envie de dire que c'est un peu comme les financements. Voilà. C'est ça. Du coup, j'étais en train de parler de la fin du CPF pour les formations à la création d'entreprise. En fait, il y a eu donc une annonce qui a été faite suite au projet de loi de finances qui a dit que désormais, toutes les formations à la création d'entreprise devaient mener une certification professionnelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on avait une espèce de niche qui était ce qu'on appelait le code 203. Donc, le code 203, c'était votre formation permet de développer des compétences nécessaires à la création ou la reprise d'entreprise, typiquement de la comptabilité, apprendre à recruter, faire un business plan, enfin voilà, tous ces genres de compétences. En fait, on devait répondre à un cahier des charges strict pour pouvoir déposer son offre sur mon compte formation, mais ce n'était pas lié à une certification professionnelle. Donc, c'est souvent un code qui a servi de fourre-tout par le passé et on a retrouvé des fois beaucoup de formations métiers. Alors typiquement, on a retrouvé des formations à la coiffure, à l'esthétique, voilà, qui étaient vraiment des techniques métiers alors que ce n'était pas du tout l'objet de ce code 203. Donc voilà, là, c'est fini là-dessus et donc désormais pour proposer de la création d'entreprise, il faut obligatoirement que le parcours mène à une certification. Donc ça, on risque de voir une chute du nombre de dossiers pris en charge là-dessus. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une incertitude sur la trajectoire du CPF là, sur l'année qui vient. C'est une donnée qui vous avait peut-être aussi, je pense qui ne nous avait pas échappé, c'est que le reste à charge qui était de 100 € en 2024 a été revalorisé en début d'année à 102,23 € et il le sera désormais chaque année, alors avec un indice qui est lié à l'inflation. Donc attendez-vous à ce qu'en 2026, il soit de 104,16, quelque chose comme ça. Ça, c'est juste pour l'avoir en tête. Et enfin, le gros sujet pour ceux qui font du CPF, c'est que vous savez qu'il y a fait cette limite de 80% maximum sous-traité pour vos prestations. Donc ça, c'était un décret qui était passé l'an dernier, mais on n'avait aujourd'hui pas d'outil vraiment de contrôle de ça. Et puis surtout, ça pouvait être un peu sujet à interprétation. Normalement, les contrôles vont commencer cette année. Alors, il y a une incertitude puisque en ce moment, on en discutait tout à l'heure avec Pascal, certains certificateurs Calliope ou certains auditeurs Calliope ont eu un peu des consignes, mais plus ou moins contradictoires, que ce serait eux qui devraient le contrôler au niveau des OF, mais c'est finalement pas vraiment le cœur de leur activité et quelle est leur légitimité à faire. Donc là, c'est vraiment des sujets en ce moment qui sont en train d'être débattus. On devrait avoir du neuf là-dessus dans les semaines qui viennent, mais comme il n'y a pas d'outils aujourd'hui du côté de la Caisse des dépôts, comme pour l'instant, par exemple, la DRIT ne s'est pas positionnée pour venir faire les contrôles. Et donc, il y a un peu un flou sur comment va être contrôlé ça, ou est-ce que ça restera… Est-ce qu'il y aura un outil automatique ou est-ce que ce sera du contrôle ponctuel? Donc voilà, ça c'est un peu les incertitudes. Mais cela dit, voilà, si vous êtes concerné par cette obligation, il faut que vous soyez prêt à donner tous les éléments justificatifs là-dessus. Et je me permets, Johan, de rebondir sur la sous-traitance. On va préparer le mois prochain un webinaire. Alors, la sous-traitance au sens très large du terme, mais on fera un focus évidemment sur la partie CPF et des 80-20.
Donc, pareil, restez branchés sur Wave Connect et Digiformag. On vous donnera la date très vite. Ok. Et alors du coup, j'en profite quand on parle du CPF pour revenir sur la notion de partenariat ou dépôt de certification qu'on a vu juste avant, pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il existe trois, mais on va dire deux grosses possibilités pour que votre formation mène à une certification professionnelle. Donc, c'était de déposer seul sa certification, donc avec des avantages qui sont quand même non négligeables, hein, le fait d'être propriétaire d'un actif et que vous pouvez désormais créer des partenariats que vous pouvez monétiser. Donc, derrière, c'est quelque chose qui peut être financièrement valorisable. En revanche, il faut avoir conscience que c'est une démarche qui est risquée puisqu'elle prend du temps, qu'elle est incertaine et que voilà, c'est France Compétences qui, au bout du bout, décide si la certification a un vrai intérêt. Donc, potentiellement, on peut se heurter à des refus. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Voilà, c'est toujours la balance bénéfice-risque. Il y a une possibilité également de mutualiser les efforts pour déposer une certification. C'est ce qu'on appelle un co-dépôt, un dépôt partagé. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous partager le travail d'ingénierie de certification et vous partagerez également la propriété de la certification. Donc, ça peut être malin, mais à condition d'avoir des partenaires vraiment de confiance avec qui vous avancez. Voilà. Et enfin, la troisième option, c'est celle qu'utilisent quand même beaucoup d'organismes, souvent des petits organismes, c'est le partenariat, c'est-à-dire on identifie des certificateurs sur le marché qui existent déjà, qui ont une certification reconnue dans notre thématique de formation, et on les contacte et on met en place un partenariat. Donc ça permet de limiter le risque et d'aller aussi plus vite parce que entre déposer, ça prend 1 an et mettre en place un partenariat, ça peut prendre quelques semaines très, très rapidement. En revanche, vous n'êtes pas propriétaire, vous devez vous conformer aux exigences du certificateur et également, souvent, ça s'accompagne d'une contrepartie financière qui peut être non négligeable. Donc, c'est aussi à prendre en compte puisque ça fait diminuer mécaniquement votre marge. Donc, voilà, c'est un petit peu ces trois options-là aujourd'hui qui existent sur le marché. Après, quand même, j'aime bien préciser pour ceux qui n'ont pas encore mis les mains dans la partie certification, qu'il y a aussi la plateforme EDOF que je pense beaucoup connaissent là ce matin et qui est aussi quand même une complexité à prendre en considération quand on va sur la partie. Oui, voilà. Je pense qu'on est tous alignés sur effectivement l'emoji peur. Oui, c'est d'autant plus. Mais sans vouloir freiner ceux qui sont dans cette démarche actuellement, mais on ne veut pas non plus Oui, il ne faut pas sous-estimer, c'est le temps nécessaire, à la fois, on l'a vu pour l'obtention de la certification, mais également pour s'enregistrer sur mon compte formation, pour que votre offre soit éligible, parce que c'est pareil, il y a une procédure de référencement, c'est à environ 2 mois. Où il faut renvoyer un certain nombre d'éléments administratifs justificatifs, suivre un webinaire. Enfin, il y a plusieurs conditions. L'idée, c'est vraiment de limiter tous les effets d'aubaine et des fraudeurs qui s'inscrivent pendant 15 jours, qui récupèrent de l'argent, qui s'en vont, qui recréent une structure. Donc, en mettant des verrous aussi importants, ça embête ceux qui font les choses bien. Mais l'idée, c'est vraiment de limiter aussi l'arnaque, la fraude, même si on ne pourra jamais arriver à 0% de fraude. C'est une utopie. Et de toute façon, il y a pas mal de questions, Yoann, sur la partie CPF. Est-ce que tu veux qu'on les traite maintenant rapidement ou on passe à la suite et on le fait à la fin comme tu parlons du CPF maintenant, puisqu'on y est. Il y avait juste une question de Catherine qui me semblait intéressante. C'est les partenariats ne risquent pas d'être rapidement réglementés et réduits. Moi, on n'a pas d'infos là-dessus. Je ne sais pas si Catherine… alors, en tout cas, les partenariats, il y a eu quand même beaucoup de ménage qui a été fait, puisqu'il y a quand même des exigences très fortes sur les certificateurs. Et il y a même des gros certificateurs qui se sont retrouvés parfois déréférencés à une époque. Je pense notamment à un gros certificateur en langue qui avait dû mettre en place des process. Donc là, ça va vraiment… je pense que c'est vraiment là où il va y avoir le plus de contrôle très prochainement. C'est sur tous les certificateurs et notamment sur les certificateurs publics, les titres des ministères. Là, c'était un peu… Alors, je ne vais pas dire que c'était open bar, mais il n'y avait pas tant de contrôle que ça. On devait quand même répondre à un cahier des charges, mais c'était assez peu contrôlé. Donc là, les exigences vont être revues drastiquement là-dessus. Okay. Voilà. Donc, il y a Camille qui nous demande le coût d'un partenariat fixe, pourcentage. Donc ça dépend aussi, évidemment. Ça dépend. J'ai envie de dire que les partenariats les
moins cher. Alors, il peut y avoir des fois des échanges de services, de bons procédés, mais en tout cas, financièrement, par exemple, sur du répertoire spécifique, les prix que j'ai, on va être entre 150 et 400 euros. Et sur du RNCP, ça peut monter à plus de 1000 euros. Voilà. Mais après, c'est lié aussi au panier de la formation, hein, parce qu'une formation à 2000 euros, 400 euros, bon, voilà. Et si vous vendez une formation à 10 000 sur quelque chose de très long, 1000 euros, ça peut aussi s'intégrer dans votre marge. Voilà. Donc mais c'est vraiment à prendre en compte parce que c'est loin d'être négligeable. Il y a Jean-Philippe qui se questionne sur est-ce qu'on peut refuser un partenariat? Est-ce qu'un certificateur peut refuser? Oui, il n'y a pas de réglementation qui oblige aujourd'hui un certificateur à accepter. Oui, oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de certificateurs qui ne prennent pas de partenaire hein, parce qu'ils estiment que c'est une manière parfois pour eux de verrouiller le marché. Donc ça pose une autre question. Mais également, des fois, parce qu'ils estiment que soit le partenaire n'est pas digne de confiance, soit les formations qui sont proposées sont trop éloignées du référentiel de certification. Donc ça, c'est aussi oui. Il y a Caroline qui nous demande toujours comment trouver ces organismes certificateurs. Donc, alors aujourd'hui, le plus simple, alors il y a le site France Compétences, hein, où vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par thématique. Et après, je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont développé des espèces de moteurs de recherche un peu plus fins. Là-dessus, mais le site de référence, ça reste quand même France Compétences. On reprendra les questions après à la fin s'il y en a encore sur le CPF, mais on continue pour la suite. Allez, la VAE. Il y avait des questions sur la VAE, ça tombe très bien. Oui, alors la VAE, ouais, on n'est pas sur, c'est pas la folie hein, sur la VAE dernièrement. Alors si on avait un peu suivi l'actualité sur ces 2 dernières années, il y avait eu quand même le lancement de France VAE qui était censé devenir un guichet unique avec une plateforme qui était censée abriter à terme toutes les certifications. Et il y avait eu une expérimentation qui avait été lancée sur une centaine de certifications. Cette expérimentation, alors techniquement, c'est plutôt relativement bien passé, mais comme elle n'était pas financée, il y a eu une forme de rétropédalage en 2024. Et ils ont décidé de maintenir l'expérimentation à minima avec seulement 24 certifications sur la plateforme. Il y a eu des problèmes de paiement, des choses comme ça. Donc, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la VAE, en dehors de la plateforme, elle fonctionne toujours. Hein. C'est-à-dire que ça vit, hein, parce qu'il y a, vous voyez, il y a 24 certifications. Aujourd'hui, il y a des milliers d'autres certifications qui transitent par la VAE. Mais aujourd'hui, ça passe par du financement de droit commun, c'est-à-dire le financement qui s'appliquait, du CPF, de l'employeur. Ça peut être même cofinancé. Et d'ailleurs, le gouvernement encourage le cofinancement. Alors après, entre l'encouragement et la réalité, il peut y avoir un décalage. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt là-dessus que se finance la VAE. Et la loi de finances 2025, il n'y a pas de financement dédié. Donc, est-ce que ce sera toujours le cas? J'en sais rien. Mais en tout cas, sur l'année qui vient, la VAE vit sa vie là-dessus. En revanche, la plateforme, elle continue à évoluer. Donc, peut-être qu'à terme, le système, moi, que je vois arriver, mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, c'est la plateforme qui permettra de faire toutes les demandes de VAE. Donc, ce sera le guichet technique unique. Mais en revanche, ce ne sera pas financé par France VAE. Ce sera toujours les financements de droit commun. Voilà. Donc, c'est le système que je vois venir là, de tous les échos que je peux avoir. Ok. Je veux bien, ceux qui font de la VAE, mettez-nous pareil un emoji pour savoir combien vous êtes. Et puis moi, je me permets aussi de rappeler pour ceux qui sont encore une fois sur OF Connect, on a un groupe VAE avec des membres qui sont très actifs, qui ont notamment fait des courriers aussi au ministère pour défendre le dispositif. Donc, on est plutôt, nous, des défenseurs du dispositif. Après, de toute façon, on n'est pas un lobby, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais en tout cas, pour vous entraider entre vous, vous donner les bonnes infos et puis être vraiment au top sur la veille, n'hésitez pas à retrouver le groupe. Voilà. Ok. Hop. Alors, sauf si on a des questions spécifiques sur la VAE, mais je peux peut-être avoir... Non, pas spécialement pour l'instant. Non, c'était encore sur le CPF. De toute façon, vous l'avez compris, hein, sur la VAE, on est là sur de l'incertitude. Hein, on a une situation qui est un peu... Il y a Pierre et Angélique qui nous disent qu'il y a des nouveaux titres qui sont référencés sur France VAE. Là, 64, nous dit Pierre. Et Angélique aussi, voilà, Angélique, il y a effectivement que de nouvelles certifs ont été déposées sur France VAE. Donc, bon, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles, ça.
bon, à suivre en tout cas, voilà. Côté alternance, alors il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites là depuis le début d'année. Je ne sais pas si vous êtes tous concernés, peut-être mettez un pouce levé si vous êtes concernés par la ouais. Ah, il y a quand même pas mal, ok. Donc c'est un sujet qui intéresse. Bon, là, ça a été un peu le coup dur. Alors, ça aurait pu être même plus grave, puisque en tout début d'année, on a même imaginé que les aides à l'embauche seraient supprimées, parce qu'on attendait un décret qui ne sortait pas, et du coup, on s'est dit, oula, il n'y a quasiment plus d'aide à l'embauche. Finalement, elles sont maintenues, mais avec une baisse qui est généralisée. Alors, elle est limitée pour les entreprises de moins de 250 salariés, puisqu'on passe de 6 000 à 5 000 euros. En revanche, pour les plus de 250 salariés, celles qui sont censées avoir le plus de moyens financiers, on est plutôt à 2 000 euros. Donc là, ça fait quand même voilà, une baisse sensible. Et on a quand même un maintien de cette aide pour les apprentis en situation de handicap, et ça, peu importe la taille d'entreprise. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième chose, c'est sur les niveaux de prise en charge. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, on essaie de mettre l'accent sur les filières techniques et de limiter l'effet d'aubaine sur les diplômes du supérieur, notamment à Bac+3. Parce que vous savez que là, on a atteint le million d'apprentis, ce qui était l'objectif initial. Mais ça s'est fait vraiment grâce aux formations du supérieur, et les filières techniques, qui sont celles aussi où on a le plus de tension en main-d'œuvre, ont eu une croissance, mais très, très mesurée, comparé au reste. Donc, c'est la raison pour laquelle, et puis aussi parce qu'on a besoin d'économie, hein, on va pas se mentir, que toutes les certifications de Bac+3 et plus, il y aura un reste à charge pour les entreprises. Alors, ce reste à charge, il n'a pas été aujourd'hui déterminé, il sera défini par décret. Mais dans les premières annonces, on avait entendu parler de 90% pris en charge pour les formations Bac+3 et 80% pour Bac+5. Voilà, c'était un peu ça, après ça, les niveaux. Donc à suivre, voilà, sur les annonces qui seront faites par décret. Mais ça va effectivement forcément avoir un impact sur l'intérêt de l'apprentissage pour certains. Et il y aura également une modulation possible de la prise en charge pour les formations à distance. Donc ça c'est pareil, c'est un point de grosse vigilance pour tous les CFA qui sont développés sur une offre à distance, et il y en a beaucoup dernièrement. Et là, pareil, il pourrait y avoir, par exemple, si sur une certification, le niveau de prise en charge est de 10 000 euros, et 10 000 euros pour la formation présentielle, peut-être que pour la formation à distance, ce sera plus que 8 000 euros. Voilà, c'est potentiellement ça. Et par contre, pour les personnes en situation de handicap, là, il pourrait y avoir une modulation à la hausse, plutôt justement pour permettre des adaptations. Ouais, je sais que ça fait un peu pleurer, mais c'est pareil. Encore une fois, cette modulation, elle est possible, donc ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoire, et elle sera définie branche par branche aussi. Voilà. Johan, juste pour éclaircir un point que nous pose Judith, quand on parle alternance et apprentissage, est-ce que c'est la même chose pour les contrats pro? Parce que les contrats pro... Non, là, ça concerne vraiment l'apprentissage. Oui, alors c'est vrai que maintenant, l'apprentissage a quasiment mangé toute l'alternance, puisque aujourd'hui, on est quasiment sur un rapport de 1 à 10. Hein. Auparavant, il y avait quasiment autant de contrats pro que d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a 10 fois plus de contrats d'apprentissage que de contrats de professionnalisation. Donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à confondre les deux, mais non, là, je parlais bien de l'apprentissage. Voilà, et puis le dernier aspect qui est sorti avec la loi de financement de la sécurité sociale, c'est que ça va également avoir un impact sur les rémunérations, puisque les rémunérations des apprentis seront assujetties à la CSG, CRDS pour tout ce qui est au-delà de 50% du SMIC, et qu'il y aura également un abaissement du plafond d'exonération des cotisations sociales. Donc, très concrètement, ça va augmenter le coût salarial de l'apprenti. Et donc, du coup, on va limiter encore une fois l'effet d'aubaine et d'opportunité. Voilà. Et il y a Sophie qui nous demande pour le délai, en fait, sur cette mise en place du reste à charge. Donc là, le décret est passé, on est d'accord. Donc là, c'est effectif tout de suite, c'est ça? Sur le reste à charge, alors c'est effectif tout de suite, mais tant qu'on n'a pas de décret qui a fixé de pourcentage de reste à charge, il n'y a rien qui s'applique. Oui, donc on attend le décret, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Donc Sophie, effectivement, mais pareil, hein, on vous donnera l'info dès qu'on aura. C'est ça. Donc voilà. Alors j'imagine que s'il y a un décret, il sortira sans doute avant les rentrées de septembre. Hein. Enfin, l'idée c'est avant toute la salle de rentrée, peut-être, j'imagine au printemps, puisque les recrutements commencent quand même assez tôt. Donc j'ai tendance à imaginer qu'au printemps on aura un décret là-dessus.
Il y a quelques questions quand même sur cette slide apprentissage. Johan, on peut les prendre un peu si tu veux. Oui. Donc, j'essaie de les prendre un peu à la volée, vous me direz. Donc, quelle rétroactivité si contrat d'apprentissage signé en septembre 2024? Non, pas de rétroactivité. Enfin, l'application, elle est au moment de la sortie du décret. Je n'ai plus en tête, mais je crois que c'était à partir du 1er mars ou à repréciser. Hein, mais en tout cas, il n'y avait pas de rétroactivité sur tout ce qui avait été conclu avant la signature, avant la sortie du décret. Donc, Charlène qui reformule aussi un peu tes propos pour comme ça, au moins, on est tous alignés, on a tous les mêmes infos. Donc, ça veut bien dire qu'il va y avoir des charges sur les contrats d'apprentissage, alors que avant le brut était égal au net. C'est bien ça, on est d'accord. Tac, tac, tac. Là, c'est plutôt du CPF. Ok. Bon, mais on reprendra vos questions. On les voit. Pensez bien à voter, comme ça on les fait remonter. On aura le temps de les prendre après. Vous inquiétez pas. Après, on repart sur les OPCO et sur le CPF. Donc, merci de nous préciser des infos sur le contrat pro. Ah oui, est-ce que tu as quelques infos sur le contrat pro, même si aujourd'hui il devient un peu. Il n'y a pas eu d'annonce récente sur le contrat de professionnalisation. Hein, en tout cas, ou alors je suis peut-être passé à côté, mais moi, j'ai rien vu de nouveau par rapport à. Ouais, rien de nouveau de mon côté, à part le fait qu'il y avait les aides qui avaient été harmonisées avec le contrat d'apprentissage à l'époque, mais sur le contrat de professionnalisation, il ne me semble pas avoir vu des choses. Mais je peux être passé à côté. Donc, prenez pas ma parole pour parole d'évangile. Ça marche. Allez, on continue. Ah, un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Avant que tu démarres sur cette slide, Johan, qui a pu profiter du FNE en 2023-2024? Mettez-nous un peu là dans l'onglet questions, là, les thématiques, vos thématiques de formation. Voilà, c'était, je crois, transition écologique. Il y avait quoi en 2024, Johan, sur les thèmes de formation sur le FNE? Ben, on avait tout ce qui était transition écologique, énergétique, alimentaire. On avait également un budget dédié pour les JO. Du coup, les JO, ouais, tout à fait. Ça nous ramène déjà à l'été dernier, mais c'est pas si loin. C'est ça, donc qui ne sera a priori plus là. Donc essentiellement, je pense que les budgets seront orientés. Alors, je pense que le sujet de l'IA, vous avez vu les annonces qui ont été faites par M. Macron notamment, mais je pense qu'il y aura quand même du budget dédié à l'IA. Et c'est ce qui explique aussi que le FNE soit maintenu, justement pour soutenir un peu tout ce plan-là. Mais voilà, donc globalement, voilà, un financement dédié aux transitions. Voilà. Alors, je sais que beaucoup, là, quand j'en parle, là, beaucoup me disent, mais bon, en gros, on sera au courant des budgets peut-être en juin pour avoir 3 mois pour s'en occuper à voir les formations. Mais en fait, oui, il faudrait être agile. Ça risque de ressembler à ça. Non, ça risque de ressembler effectivement à ça. Même si là, j'ai eu 1 ou 2 OPCO là, que j'ai pu avoir, qui m'ont dit qu'ils ont déjà une vision du budget qu'ils vont avoir. Donc, j'ai tendance à me dire que certains vont communiquer peut-être avant. Mais oui, après, il faut s'attendre à ce que tout le monde saute sur les budgets parce que 100 millions répartis sur 11 OPCO, voilà, ça fait une moyenne de un peu moins de 10 millions par OPCO. Et autant dire que voilà, ça va être une logique de premier arrivé, premier servi. Et tu peux nous rappeler vraiment, pour ceux qui, évidemment, tout le monde ne connaît pas le FNE, tu peux nous rappeler l'historique de ce dispositif, Johan? Oui, alors le FNE, hein, alors c'est un dispositif qui existait avant le Covid, mais il avait vraiment explosé au moment du Covid, au moment où beaucoup de personnes étaient en chômage partiel. Et l'idée, c'était à l'époque de dire le FNE, on met une grosse enveloppe sur la table, c'était un peu le quoi qu'il en coûte de l'époque, et on finance quasiment toutes les formations des salariés. L'idée, c'est de dire on forme massivement, comme ça, dès qu'il y a reprise, hop, voilà, on a fait une grosse montée en compétences des salariés. Et donc, effectivement, il y a eu énormément de budget sur 2020 et un petit peu aussi également sur 2021. Et après, on est repassé on était un peu en sortie de crise et l'activité s'est régularisée. Donc, le FNE a été maintenu à un niveau inférieur et en ayant des critères un peu plus drastiques. Et voilà, du coup, en s'orientant plutôt vers le financement de tout ce qui était changement organisationnel, notamment pour financer la transition avec le télétravail, le format hybride, transition énergétique.
Et puis là, du coup, circonstanciellement, l'an dernier pour les Jeux Olympiques. Enfin, donc, on est passé quand même de 500 millions à 1 milliard d'euros, je crois que c'était ça, sur 2020, à 100 millions d'euros. Donc, vous voyez que le rapport est un peu tombé, mais voilà, 100 millions d'euros, c'est pas neutre aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, pour certains métiers, ça va encore être conservé. Donc, on reste à l'affût. On a fini les slides sur la partie financement public. Alors, je sais que l'un de vous me demandait est-ce qu'on va parler de France Travail, de la POI. On n'a pas forcément de slides sur ce sujet ce matin. En revanche, on a un très bon replay de webinaire qu'on a fait récemment avec Hervé Joanneau de France Travail sur le sujet. Donc, pour aller le retrouver, vous allez sur YouTube, Digiformat. Et il est dans les vidéos, vous verrez très bien replay France Travail. Donc, et là, je pense que c'est le replay le plus à jour sur le thème. Après, si tu avais des choses à ajouter sur France Travail, toi, Johan, tu veux nous… Non, mais là, on avait ciblé vraiment là où il y avait un peu des nouveautés. Sur la POI, il y avait eu l'actualité de l'an dernier où la POI avait fusionné avec la FPR, qui était un peu un dispositif concurrent, mais où c'était pas tout à fait les mêmes durées. Mais au-delà de ça, je ne voyais pas forcément de grosses nouveautés de ce côté-là, côté de France Travail, si ce n'est des arbitrages budgétaires qu'il va y avoir là-dessus. Mais il n'y a pas eu d'annonce non plus fracassante ces derniers temps à ce niveau-là. Mais si vous avez vu passer des choses, n'hésitez pas à nous les dire en question. Parce qu'encore une fois, ma veille, elle est limitée à un champ d'activité et je ne peux pas avoir la vision partout. Donc, c'est aussi ça qui est bien, c'est cet aspect collectif. Oui. On est les 12h17. On se laisse 5 minutes pour prendre quelques questions, Yoann, et puis après, on passe à la suite. Bien sûr. Ça te va? Il y a Vinciane. Alors, prenez le temps de voter quand même pour faire remonter les questions, notamment celle du bas là, de tout à l'heure, mais on va prendre d'abord celle de peut-être Vinciane qui me demande le dispositif. Alors, FSE+, est-ce que ça te parle, Yoann? C'est le Fonds social européen, oui. Voilà. Là-dessus, j'ai pas forcément beaucoup de nouveautés. Enfin, c'est un dispositif qui est assez particulier, donc qui va souvent transiter par les OPCO, qui va permettre de financer certains projets, mais qui sont en lien avec des axes stratégiques. Alors souvent sur des publics prioritaires, pour des actions qui ont des portées sociales, impact. Mais ça, c'est vraiment des financements. Il faut vraiment dialoguer avec les conseillers OPCO pour voir si vous avez des projets qui peuvent être éligibles. Là-dessus, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Okay. Sachant que j'ai pas tous les éléments chiffrés en tête non plus. Donc, ça march. Il y a une question. Il y avait 3 questions là sur. Alors, je sais pas, Peggy, si certains ont des infos qu'on n'a pas. La V10. Nous, en tout cas, de ce qu'on a s'est dit pour Calliope, on a que des bruits de couloir, mais on n'a pas de date de sortie d'une nouvelle version du référentiel. Enfin, donc, je sais pas ce qu'on t'a dit, Peggy, mais bon. Non, mais alors c'est vrai que c'est un bruit qui circulait, hein, la V10, mais c'est un peu toujours sur le même sujet. Il y a peut-être cette notion de la sous-traitance, des 80% de sous-traitance. C'est pour ça peut-être aussi qu'on parlait de V10. Est-ce que ce serait intégré dans le champ d'action des auditeurs? Mais au-delà de ça, je pense qu'avec la V9, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, le passage de la V8 à la V9 du guide de lecture, mais juste on avait intégré des spécificités liées aux sous-traitants, aux personnes qui travaillaient en tant que sous-traitants, et c'était surtout ça le gros changement qui était demandé. Mais au-delà de ça, je ne vois pas non plus de changement très, très structurel à faire pour qu'il y ait une V10. S'il y a une V10, je pense que ce sera fait sur des petits ajustements, mais il n'y aura pas de révolution. Oui, c'est ça. On s'était dit, il y aura peut-être des parties sur la partie RSE, RGPD, mais voilà. Juste pour aussi redire, parce que tout le monde n'a pas eu l'info, la fameuse actu de la semaine dernière sur la baisse, le plafond pour la TVA, on est d'accord que c'est pas passé, donc c'est plus un sujet. Alors, c'est plus un sujet pour l'instant. Là, il y a des arbitrages qui vont être faits, des discussions. Donc, peut-être qu'il y aura une mesure qui reviendra, mais qui sera différente. À une époque, on avait parlé, par exemple, d'abaisser le seuil pour être considéré comme micro-entreprise plutôt que le seuil de TVA. Ce qui pousserait du coup les personnes à passer sur un autre statut où là, du coup, ils devraient payer de la TVA. Donc, ça pourrait être aussi une mesure comme ça et peut-être avec un peu plus de temps pour changer. Parce que là, la mesure sur la TVA était censée être appliquée à partir du 1er mars.
sachant que qu'on demande une exonération de TVA, parce que oui, sachez que quand vous êtes professionnel de la formation avec MDA, vous pouvez demander une exonération de TVA, mais cette exonération, si vous faites la demande, elle sera applicable que l'année suivante. Donc là ça aurait été assez catastrophique pour beaucoup d'acteurs. Et pour les questions de TVA, tu as fait un très bon article là la semaine dernière, Yoann, sur Digiformac, donc n'hésitez pas à le lire. Myriam, j'avais promis de prendre ta question parce qu'elle était assez intéressante. Avez-vous des informations sur l'habilitation à former par les certificateurs publics, comme les ministères, hein. Aujourd'hui, nos offres ont la mention l'habilitation à former n'a pas pu être vérifiée pour ces certifications. Si c'est le cas, je pense qu'il faut contacter directement le ministère, ou en tout cas les services qui sont chargés de l'habilitation et voir directement avec eux. C'est peut-être lié au changement de politique dont je parlais tout à l'heure, où certains certificateurs demandent peut-être beaucoup plus d'éléments pour maintenir l'habilitation. Donc ça, je peux pas vraiment me prononcer. Et les ministères n'étaient pas forcément les mieux lotis, donc voilà. Donc je pense qu'ils sont en train de rattraper aussi leur retard. Oui, donc les replays de webinaires, ils sont sur le Slack, ils sont sur la chaîne YouTube pour la plupart de Digiformat. Donc Digiformat sur YouTube, vous les retrouvez. Peggy qui nous dit qu'elle a reçu un plan de son auditeur Calliope d'audit avec noté V10. Bon, alors est-ce qu'il s'est trompé? Je ne sais pas. Tu nous en diras plus, Peggy, on est curieux. Oui, je suis extrêmement curieux parce que moi, ou c'est peut-être une erreur ou peut-être que ils sont des informations qu'on n'a pas, mais en tout cas il n'y a eu aucune communication pour moi officielle sur le sujet, donc je serais très étonné. Il y a Viviane, là on parle de sous-traitance, je pense. Il y a eu C-Like, donc je la pose. Donc en termes de process de financement, lorsqu'une formation est programmée, est-ce que la recherche de financement est déléguée aux donneurs d'ordre? L'OF doit-il en amont s'assurer auprès des OPCO que ces formations sont finançables? Ça, c'est une bonne pratique. Je pense que là, on est sur une question très générale, mais c'est pas mal de l'aborder. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout à fait la question. Peut-être que c'est parce que c'est vendredi et que la semaine a été. En fait, je pense que Viviane nous demande qui est en charge en fait de demander le financement aux financeurs publics. Toujours le donneur d'ordre. Voilà. Le donneur d'ordre qui est en responsabilité de ça. Et si votre client est un client entreprise, surtout ne vous comment dirais-je, c'est lui qui doit quand même vérifier auprès de l'OPCO. Vous n'êtes pas responsable. Si vous vous mettez dans une posture de je m'en occupe et que l'OPCO en fait refuse la prise en charge, vous dites quoi à votre client? Donc faut être quand même très très vigilant sur le process avec le client entreprise. Oui, après, on est sur la partie contractuelle. Qu'est-ce qu'il y a inscrit dans le contrat de prestation de service? C'est quoi les conditions d'annulation? C'est quoi? Enfin, voilà, après, c'est des choses qui sont plutôt de cet aspect-là, quoi. Allez, comme on est un peu juste au niveau du temps, on passe à la suite parce que c'était quand même une partie qui était très importante pour moi, Yoann. On ne voulait pas ne pas l'aborder. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, vous nous retrouvez sur le Slack et vous pourrez les poser, on vous répondra de manière asynchrone. Alors, les financements privés. Déjà, peut-être avant de commencer, qui parmi vous, aujourd'hui, a des financements hors financement public? C'est les entreprises qui payent, même des particuliers, des particuliers, effectivement, qui ne passent pas par le CPF. Donc, effectivement, ça reste quand même une majorité. Ouais. Et d'ailleurs, c'est par exemple une des raisons pour lesquelles certains organismes ne vont pas vers Calliope, c'est que l'immense majorité, voire l'exclusivité de leurs clients sont des personnes, soit des entreprises, soit des particuliers qui paient en direct. Et voilà, ça peut aussi être un choix là-dessus. Alors, je voulais juste vous donner quelques éléments, un petit peu de comparaison pour vous donner des ordres de grandeur. Alors là, c'est des chiffres qui sont datent de 2023, parce que 2024, vous savez, on a toujours un problème de remontée des données. Il y a toujours un petit décalage, mais je pense qu'elles restent toujours pertinentes. C'est qu'en 2023, les dépenses directes des entreprises, c'était plus de 15 milliards d'euros. Et la dépense qui a été financée par les OPCO pour la formation des salariés, c'était moins de 3 milliards. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un rapport de plus de 1 à 5. Et côté particulier, les dossiers CPF, c'était un peu plus de 2 milliards d'euros, mais on voit quand même que les particuliers, de leur propre poche, ont payé plus d'un milliard d'euros. Donc, c'est souvent un marché qui est sous-estimé en se disant « bah non, mais les particuliers, ils ne payent pas ». On voit quand même qu'il y a un marché qui est non négligeable. Voilà. Donc, c'est à dire se dire que en dehors des financements publics, il y a une vie.
il y a une vie et qu'il y a beaucoup, enfin, il y a un business à aller chercher. Donc ça permet aussi des fois de déconstruire des idées qu'on peut avoir sur des marchés. Et par rapport à ça, on a plusieurs recommandations. Alors, c'est des recommandations qui peuvent être assez génériques. Alors, dans certaines situations, elles ne pourront pas être applicables à votre activité, et dans d'autres, voilà, ça peut être un levier ou des idées à mettre en place. Le vrai sujet, hein, c'est l'impact de la visibilité. Et on se rend compte que pour en côtoyer beaucoup dans la communauté, il y a beaucoup de jeunes organismes, de petits organismes de formation qui ne savent pas se vendre et qui ont du mal vraiment à avoir de la visibilité, à démarcher. C'est-à-dire, c'est souvent un peu le phénomène de l'expert technique qui a créé sa formation, mais derrière, pour assumer la promotion, c'est un peu plus compliqué. Et donc ça, il ne faut vraiment pas sous-estimer des canaux comme par exemple LinkedIn ou utiliser le référencement Google, qui a vraiment une importance cruciale. Enfin, moi, je sais qu'au sein de l'organisme pour lequel je travaille, c'est un vrai sujet. Hein, ce référencement, ça apporte des demandes entrantes, ça crée de la crédibilité sociale, enfin, pas mal de choses. Et puis, ça peut être aussi travailler son image de marque, utiliser des outils comme Gformat, comme une marketplace. Alors, voilà, donc il y a plusieurs sujets différents là-dessus. On peut également avoir l'idée de se dire, finalement, il y a beaucoup trop de concurrence et je vais pas m'amuser à aller sur un marché privé parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs positionnés. Et ça peut être intéressant des fois de trouver des thématiques qui sont porteuses. Alors, on vous en a listé quelques-unes, mais elles sont pas limitées. Et il y a parfois des niches insoupçonnées. Je crois que Pascal, tu avais un exemple particulier sur une niche. Tu m'en parlais souvent. Oui. Déjà, il y a plein de métiers émergents. En fait, c'est vraiment des métiers insoupçonnés. Puis il y avait ramoneur de poêle à bois. Alors ça paraît complètement non sujet. Mais en vrai, le nombre de Français qui ont des poêles à bois et en fait le nombre de personnes qu'il faut, des techniciens qu'il faut pour traiter ce sujet, en fait, il y a de quoi faire. Et puis là, je pense à un OF là qui est assez connu, alors qui est pas client Digiformat, mais qui fait un sacré travail, s'appelle la Solive. Et eux, ils forment au métier, alors je sais plus le titre exactement, mais c'est pour toute la rénovation énergétique. Donc là aussi, il y a des besoins. Et pareil, dans le bâtiment, pour se reconvertir, il y a des métiers techniques. Et puis, il y a tous les métiers aussi de personnes qui vont devoir traiter les chantiers, notamment en destruction, pour qu'il y ait de la valorisation des déchets. Enfin, il y a plein de choses qui existent, et notamment aller voir la liste des métiers émergents. Alors, on est toujours un peu surpris des titres des métiers, mais si France Compétences remet le métier émergent, c'est qu'il y a des besoins. Donc voilà, si certains sont dans des niches insoupçonnées, partagez-nous là sur l'onglet questions. C'est toujours intéressant de voir tous les métiers qui existent. Voilà. Et au-delà des fois de certains niches un peu exotiques par rapport à votre activité, souvent la niche, c'est la convergence de plusieurs choses. Ça va être une thématique de formation, dans un territoire donné, sur un public donné. C'est-à-dire que typiquement, je ne sais pas, on fait par exemple du bilan de compétences, mais on sait que par exemple le bilan de compétences, on touche essentiellement des personnes qui sont CSP+, urbaines. Si la niche que vous voulez trouver, c'est d'aller cibler des personnes qui sont en zone rurale, peut-être qui sont des femmes ou dans peut-être des situations difficiles. Voilà. Et du coup, en fait, la convergence de tout ça, ça peut être votre niche aussi. Voilà. Donc, ça, c'est des choses. C'est un positionnement marché, hein, globalement. Hein, c'est ça. Donc, il y a Blandine qui nous demande comment trouver une niche. Ouais, alors, on a fait un webinaire récemment avec Aline de la grande bibliothèque de France Compétences qui partage toutes les études des branches pro. Il y en a des centaines et des centaines. Alors, c'est pas forcément toujours très actuel, mais en fouillant un peu, vous pouvez déceler parfois effectivement des infos intéressantes sur des secteurs, des métiers. Et puis, c'est ça. Hein, je sais que parfois il y a des gens qui voient un peu les offres d'emploi aussi sur LinkedIn, sur Indeed, et qui essayent de voir un peu ce qui est recherché par les entreprises. Puis c'est bien connaître aussi son secteur, hein, ses branches. Donc beaucoup de veille sectorielle, je pense effectivement. Ouais, complètement. Et puis du coup, il y a aussi la partie entreprise. Comment rendre des entreprises? Et ça, c'est toujours les questions qui nous sont demandées. Comment on séduit des RH, qui sont souvent des décisionnaires. Il
il y a plusieurs possibilités. Hein. C'est de jouer soit sur les formats, alors des formats hybrides, bimodaux, en intégrant du distanciel, du présentiel, de l'action en situation de travail, du coaching, enfin, voilà, en essayant de mixer différentes choses et peut-être en étant aussi flexible sur ces formats-là. Ça, c'est des choses qui sont assez appréciées. Le fait de pouvoir vendre des prestations complémentaires, ça, c'est souvent une demande qu'on peut avoir, c'est-à-dire que, typiquement, j'ai eu l'exemple récemment, on souhaite former toute une population de managers, mais on va dire aux fondamentaux du métier. Et donc ça, on peut faire une formation en intra. Mais ensuite, pour aller plus loin et pour développer les compétences, le fait par exemple, de proposer du coaching individuel aux personnes pour qu'elles puissent développer des compétences spécifiques et surtout là où elles ont un besoin de monter en compétences, ça peut être par exemple une prestation complémentaire qui est très appréciée. Et enfin, il peut y avoir aussi le fait de proposer une prestation où vous mesurez l'impact post-formation. Ça peut être peut-être revenir 6 mois après la formation, aller interviewer les managers, faire du 360 avec les personnes qui ont suivi la formation et voir un petit peu s'il y a eu des changements de pratique. Alors, c'est pas toujours facile à vendre, mais le fait d'avoir plusieurs options que vous pouvez vendre, voilà, ça permet de faire aussi de la vente additionnelle. Et donc, c'est aussi un moyen intéressant d'augmenter le panier moyen, quoi. Ah oui, mais du coup, c'est d'autres possibilités. Alors voilà, on reste un petit peu toujours sur cette logique d'essayer d'augmenter la valeur de son offre. Hein, donc, aller vers des offres premium pour monter le panier moyen, on en a parlé. Ou au contraire, peut-être aller sur des offres de repli. Bah, typiquement pour des plus petits budgets qui n'ont pas forcément la possibilité d'acheter une offre premium ou une grosse formation, peut-être avoir des formats un peu plus souples, des webinaires, masterclass, du e-learning, alors peut-être pour de la sensibilisation. Voilà. Peut-être qu'on peut sensibiliser une grande partie, par exemple, de salariés d'une entreprise et après faire une action de formation plus ciblée sur, typiquement, peut-être sur des managers, sur des profils de techniciens, sur des choses comme ça. Donc ça peut être aussi une approche. Les bundles, alors souvent, vous allez avoir plein de formations sur votre catalogue, alors peut-être pas plein, mais en tout cas plusieurs, et des fois, le fait de travailler sur des associations de formation qui vont avoir une cohérence ensemble, ça peut être intéressant. De vendre le pack, si vous prenez les deux, c'est moins cher, et voilà, ça peut aussi séduire. La partie réseau d'ambassadeurs, alors on a parlé tout à l'heure de la visibilité, ça c'est quelque chose qui est encore très très sous-estimé, je trouve, côté organisme de formation, c'est la puissance du bouche à oreille, mais également du fait qu'on parle de nous autour de nous et qu'on fasse parler nos clients. On sous-estime la puissance d'un client satisfait et de la capacité qu'il a à nous recommander et à créer des cercles vertueux. Donc ça c'est vraiment un vrai sujet d'avoir un réseau d'ambassadeurs. Alors, ça peut se faire avec des contreparties un peu financières, d'apport d'affaires, de choses comme ça, mais c'est des vrais leviers d'acquisition. Quand aujourd'hui, on connaît le coût d'acquisition d'un nouveau client, alors je sais que ça fait, pour certains, c'est pas toujours évident d'avoir cette approche très marketing commercial, coût d'acquisition, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. L'acquisition d'un nouveau client, c'est souvent plusieurs centaines d'euros. Donc c'est quelque chose qui impacte la marge et le fait d'avoir un réseau d'ambassadeurs qui nous l'amène, c'est peut-être aussi utile. Voilà. Donc mais dites-nous dans les questions pour ceux qui ont pu tester des stratégies marketing là ces derniers mois, ce qui a porté ses fruits, ce qui a été peut-être un échec aussi. Mais on en reparlera pareil sur Digiformag Web Connect. Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ces sujets. Est-ce que peut-être, alors on a fini, Yoann, hein, oui, c'était tout. Oui, globalement, après j'ai listé encore d'autres idées, le nurturing. Alors, vous taperez sur Internet si vous voulez vraiment avoir la définition du nurturing, hein, c'est comment vous alimentez votre base de données, vous la nourrissez et vous la faites vivre. Hein. Voilà, c'est globalement à peu près ça. Et voilà, diversifier les activités hors formation. Alors, on a parlé tout à l'heure de coaching, mais vous pouvez peut-être proposer du consulting, de l'audit, des choses un peu, même hors formation professionnelle. Voilà, donc ça, c'est aussi une piste intéressante. Oui, puis comme disait Philippe, Blandine, effectivement, le basique, la recommandation, la fidélisation, les fiches Google, le bouche à oreille, les ambassadeurs, nous dit Justine, clairement, et c'est ce qu'ils ont choisi de faire, ça marche bien, et les campagnes Google aussi. Alors ça, c'est coûteux, mais effectivement, si c'est bien ciblé, ça fonctionne bien. Bon, il nous reste 5 minutes.
Alors, on va peut-être essayer de reprendre. Du coup, les questions sont plutôt axées sur la partie financement public, évidemment. On va essayer d'en prendre 2-3 avant de vous quitter. Donc, le replay, oui, vous l'aurez automatiquement par mail, hein, et puis on le mettra aussi sur la chaîne YouTube de Digiformat. Il y a une question, Yoann, de Vinciane. Là, on va parler un peu de e-learning et distanciel. Elle nous demande si ça va être peut-être moins financé par les OPCO cette année. Est-ce que sur cette partie e-learning distanciel, il y a quand même effectivement… Alors, ouais, difficile de donner une réponse générale, hein. Je pense que peut-être certaines branches professionnelles vont prendre, parce que c'est ça aussi, hein, les niveaux de prise en charge sont définis par les branches professionnelles. Donc, il n'y a pas une cohérence toujours entre elles, mais je pense que oui, certaines branches vont peut-être faire ce choix-là de diminuer un peu la prise en charge financière. Voilà. Mais après, voilà, c'est des vrais débats internes au niveau des OPCO, donc ça, je ne peux pas dire. En fait, il faut vérifier les niveaux de prise en charge actuellement, hein, mais la plupart des OPCO les ont déjà sortis pour l'année en cours, donc n'hésitez pas à regarder. J'avoue que je n'ai pas une vision fine des à peu près 200 branches. Ouais. Effectivement. Il y avait une question de Mohamed. Alors ça, c'est très général comme question, mais bon, on peut peut-être se partager des bonnes pratiques. C'est comment trouver des bons formateurs pour des formations de niche. Des bons fondateurs? Des formateurs. Alors, toi, Yoann, chez Garance et moi, vous faites du bilan de compétences. Donc, voilà, vous avez votre réseau de coach. Enfin, c'est peut-être plus simple. Oui, on a un système où on forme les personnes et on choisit parmi les personnes formées chez nous. Donc, c'est un système qui s'auto-alimente. Donc, là, c'est pas très pertinent de notre côté. Mais il y a plusieurs possibilités. Alors, LinkedIn, par exemple, reste un canal quand même important, hein, par thématique. Il y a des plateformes comme Malte qui permettent aussi de trouver des formateurs, même si j'ai l'impression que c'est souvent un peu généraliste, mais je pense que même sur des thématiques de niche, on doit trouver du monde. C'est vrai que j'utilise assez peu la plateforme, donc n'hésitez pas à me dire si vous y trouvez votre compte. Voilà, et puis après le bouche à oreille, le réseau, en vrai. Hein, typiquement, moi, j'ai déjà trouvé des formateurs sur des choses assez spécialisées sur OF Connect, sur le canal, en sollicitant du monde. Donc, voilà, je pense que c'est les canaux, moi, que j'identifie. Et puis, prendre des experts métiers qui ont une appétence pour la pédagogie et les former à la pédagogie. Voilà, c'est un peu… la bonne pratique que je pense que beaucoup font aujourd'hui. Il y a Aurélie qui nous… Alors, c'est une question un peu… bon, moi, je la comprends pas forcément. Tu pourras peut-être nous préciser, Aurélie. Le prix des formations est donc plus bas pour les financements privés. Alors, je crois pas qu'il y ait de différence de prix aujourd'hui, que ce soit financé, via financement public ou alors hors financement public. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que il faut, disons que sur les financements publics, par exemple, si on prend le CPF, si les montants des droits CPF de la personne est suffisant, ça peut couvrir le prix de la formation. Alors que sur du financement privé, on peut avoir tendance des fois à baisser son prix pour remporter le marché. Donc, c'est plus j'ai envie de dire, des leviers psychologiques et de négociation qui rentrent en jeu plutôt qu'une règle légale là-dessus. Alors, je redescends un petit peu là sur les questions du départ. Tac, tac, tac. Si tu en vois une, Yoann, hein, tu n'hésites pas. Ouais. Il y a beaucoup de questions. Oui, puis des retours, des remarques. Je pense que c'est peut-être pas mal, effectivement, de ne pas forcément avoir le chat qui nous perturbe. Est-ce légal de proposer pour une formation un tarif différent selon si financement OPCO, CPF, autofinancement? Compliqué. Question compliquée. Dans les faits, c'est des choses qui se pratiquent. Hein. Il y a une liberté de fixation des prix, mais sur un même financement, c'est typiquement sur le CPF. Je ne sais plus exactement les règles. Il y a des règles où on n'a pas de possibilité de baisser jusqu'à un certain seuil.
Mais dans l'absolu, dans la pratique, oui, on voit des choses qui se font. Alors, tu peux, oui, sur le CPF, tu peux. Je crois que tu as une marge de 20% ou 15%. Exactement, c'est ça. Je sais pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire à un moment donné, j'ai une formation à 2 000 €. Puis de toute façon, après, c'est du commercial. Oui, c'est ça. Une formation, ça reste à vous de le décider par rapport à vos charges, au prix de vos formateurs. Enfin, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est pour ça que parfois, moi, je vois des formations sur le CPF où ça va du simple au double, en fait. Mais on a même pire que ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir, moi j'ai vu passer une formation, je ne dirais pas le nom de l'organisme, mais où si on paye en direct en tant que particulier, c'est 150 € et c'est 1 500 € via le CPF, par exemple. Bon, ça pose question, mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette possibilité de moduler le prix. Bon, après, il faut être capable de le justifier, que ça soit aux financeurs publics. De toute façon, le financeur public, il a ses critères de prise en charge. Typiquement, les OPCO, il y a des plafonds souvent forfaitaires et ou horaires. Donc, vous ne pouvez pas non plus faire n'importe quoi, sauf à faire payer votre client ensuite, en plus. Voilà. Il y a quelques questions sur la partie bilan de compétences. On fera, je pense, bientôt un webinaire spécial pour les bilans de compétences. C'est un sujet un peu à part. Mais en tout cas, toujours présent sur le CPF, évidemment. Oui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur le bilan de compétences. Et en vrai, il y a un tel besoin aujourd'hui d'accompagnement des transitions professionnelles. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont envie de changer de carrière. En fait, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui de supprimer ce dispositif. Même si ça a pu être évoqué à un moment donné, mais aujourd'hui c'est pas du tout dans les clous de tous les échos que j'ai pu avoir. On vous rassure. Il est 12h30. Merci beaucoup Yoann d'avoir pris le temps avec nous à midi. Merci pour ceux qui étaient là aussi avec nous. Je vous redis parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'étaient pas sur OF Connect, Yoann, ce matin avec nous. Donc vous allez sur digiformac.com, vous avez l'onglet communauté. Vous avez un formulaire d'inscription et vous avez du coup après accès à tous nos services qui sont évidemment gratuits, que vous soyez client de Digiformat ou pas, peu importe. Voilà, c'est un projet qu'on va développer encore cette année et on va, je pense, parler pas mal des questions de financement et de modèles économiques. Enfin voilà, ça va être un peu le sujet 2025. Et évidemment, pour la veille réglementaire, Yoann est toujours hyper à l'affût. Donc voilà, on vous donne les infos. Alors peut-être pas toujours en avant-première, mais on essaye. Merci en tout cas à tous pour ceux qui ont posé leurs questions, qui ont répondu, qui ont mis des emojis. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bonne fin de semaine à tous et puis on se retrouve semaine prochaine. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en vacances. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup à tous et puis à très vite sur OF Connect. Tu voulais ajouter un mot, Yoann, pour conclure? Je ne sais pas si tu voulais dire une dernière chose. Je voulais juste remercier tous ceux et celles qui ont participé et puis du coup volontiers pour échanger à nouveau sur OF Connect et alors sur LinkedIn. Mais alors voilà, après moi je réponds pas non plus si c'est des questions sont trop complexes, voilà, je pourrais pas trop répondre, mais n'hésitez pas à faire un petit coucou et de toute façon je publie régulièrement sur ma page, donc voilà, si vous voulez avoir des infos sur les dernières évolutions, en général vous trouverez les informations dans mon post. Voilà, et puis on sait que cette année ça va être une année charnière pour beaucoup aussi, donc voilà, vous n'êtes pas seuls. Il y a plein de choses à faire quand même. Les besoins en compétences, c'est ce qu'on dit toujours, ils sont là. On n'a pas parlé aussi, il y a les seniors aussi, il y a un marché sur les seniors qui va être important. Bon, l'IA, je pense que si je vous pose la question qui va se former à l'IA cette année, je vais avoir plein de pouces en l'air. Je suis pas étonnée, donc voilà. Donc il y a encore quand même plein de boulevards à ouvrir, même si effectivement on sait que voilà l'année va pas forcément être évidente. Voilà. Et merci beaucoup à tous. Et oui, vous aurez le replay, il n'y a pas de problème, il arrivera dans vos boîtes. Allez, bon appétit et à très vite.